Je ne suis pas guide, la plupart des gens qui montent sur l'estrade ici sont guides, je ne le suis pas. Je suis juste universitaire, j'aurais pu être les deux, il y en a quelques-uns d'assez connus qui ont combiné les deux métiers, ça n'a pas été mon cas, pour des raisons diverses et variées. Et je suis un universitaire, à la différence de ma collègue tout à l'heure, qui ne travaille pas sur les guides, donc je vais forcément vous faire une sorte de retour assez simple et peut-être naïf ou faussement naïf, j'en sais rien, parce que si je suis là, c'est parce que les organisateurs me connaissent un peu par ailleurs pour les travaux que j'ai faits sur la montagne, sur les Alpes et la montagne en général, sur l'histoire du tourisme et l'histoire des sociétés montagnardes, mais aussi en particulier, parce que c'est ce qui m'intéresse, la question des identités collectives en montagne. Et là, ça me ramène évidemment au guide. Même si, encore une fois, j'ai peu travaillé sur les guides en tant que tel, je pense que les travaux que j'ai pu faire de façon générale sur l'identité montagnarde me permettent d'écouter ce qui s'est dit tout à l'heure d'une façon peut-être un peu particulière. Donc c'est peut-être le point de vue que je vais vous proposer, en partant un petit peu de cette expérience. De grands témoins, je ne sais pas, parce que j'ai peut-être pas toutes les familiarités avec le milieu pour être un véritable témoin. Peut-être un peu naïf, vous me le direz, éventuellement, ça ne me dérangerait pas. Juste vous faire ressortir 2-3 choses qui m'ont frappé dans ce que j'ai entendu et 2 choses que je n'ai pas entendues et que je me serais attendu à entendre. La première chose que j'ai entendue à plusieurs reprises dans les 2 tables rondes, c'est une sorte d'extrême polarisation dans les façons de parler du métier. En parlant, pour certains d'entre vous, beaucoup d'ailleurs, de l'amour du métier, de la passion d'un côté, et de l'autre d'une profession et de la professionnalisation en tant que telle. Professionnaliser l'amour, il y a des spécialistes, c'est pas vous. Et ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est pas le même type d'amour. C'est un métier très respectable par ailleurs, celui auquel je fais allusion. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce dont on parle ici. Et j'ai un peu le sentiment que les 2 choses s'articulent difficilement, un peu péniblement. Comme si, quand on parle professionnalisation, on s'éloigne de la motivation de base, ou comme si, comme l'a fait Olivier Thévenet tout à l'heure, on ramène à cette question de la passion et de l'amour, et ben on prend ses distances avec la professionnalisation. Ça me frappe beaucoup. Comme si vous étiez, pour ceux qui ont parlé, et peut-être davantage de personnes dans la salle, dans une situation un peu ambivalente, un peu déchirée entre ces 2 pôles, le pôle de la passion et le pôle du métier, le pôle voilà, je gagne ma vie et je le fais bien et le mieux possible. Ce qui semblait apparaître un peu comme une sorte d'évidence pour tout le monde, pour moi je le perçois un peu comme une sorte de dissonance, comme quelque chose que j'ai un petit peu de mal à articuler véritablement. Encore une fois, c'est probablement une réflexion extrêmement naïve de quelqu'un de complètement extérieur au métier, mais je voulais simplement vous dire que ça m'avait frappé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que quand on parle de professionnalisation, on en parle avec du savoir-faire, avec des expériences qu'on prend éventuellement dans d'autres domaines de l'activité économique, et puis les personnes, les guides en l'occurrence, qui en ont parlé, l'ont fait d'une façon que je trouve tout à fait intéressante, en montrant qu'ils se saisissent des instruments dont on dispose aujourd'hui pour la formation et puis pour optimiser l'exercice du métier lui-même. Mais j'ai eu aussi l'impression d'en entendre parler de façon assez banale. Vanter le métier de guide aujourd'hui ou la relation entre le guide et le client sur le mode d'une réponse à une attente particulière du client aujourd'hui qui recherche une expérience. Oui, mais on l'entend partout ça maintenant, si je peux me permettre. On l'entend dans quantité de domaines, les stations thermales se vendent comme ça, les musées se vendent comme ça. Donc je suis convaincu que c'est évidemment, bien sûr, un cadre extrêmement important pour être au plus près de l'attente du touriste aujourd'hui. Et puis pour fidéliser le client. Et fidéliser le client au bout du compte. Quoique, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure parce que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de le fidéliser au passage. Et moi, ça m'inquiète un petit peu. Peut-être, encore une fois, parce que j'ai moi-même une image du guide, une image de l'alpinisme qui est celle de mes 18 ans, ça fait 40 ans maintenant, donc c'est évidemment et jamais professionnel de la chose. Donc j'en parle encore une fois de façon probablement naïve et détachée, ce qui n'est pas la préoccupation de beaucoup d'entre vous qui ont besoin de gagner leur vie avec ça. Mais moi, je redouterais terriblement que le guide soit ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, un prestataire de service d'abord et avant tout, qui va vendre de l'expérience et qui va vendre du rêve pendant 1 journée, 2 journées, une nuit en refuge éventuellement, et puis que ça se résume à ça. Encore une fois, les stations thermales font ça très bien et quantité de prestataires touristiques font ça extrêmement bien. Donc je crains qu'il y ait un peu une perte de spécificité, une perte de particularisme très très fort que je vois dans le métier, que je vois dans l'activité elle-même, qui nous ramène encore une fois à cette question de l'amour et de la passion.
Même si j'ai bien conscience qu'il faut y réfléchir, il faut y réfléchir dans ces termes-là, probablement aussi, mais probablement pas, ou en tout cas en étant extrêmement prudent dans la façon de le faire pour ne pas donner le sentiment de labourer des sillons qui ont déjà été labourés et qui le sont par quantité de prestataires dans le tourisme ou ailleurs un petit peu aujourd'hui. Moi, il me semble que le métier de guide, il est fondamentalement exceptionnel. Et s'il est fondamentalement exceptionnel, et si on le pense comme étant fondamentalement exceptionnel, et je pense que c'est encore bien plus le cas des guides que de moi-même, je pense qu'il a besoin de s'inventer, de se réinventer en permanence sur un mode de l'exceptionnalité. Peut-être en inventant d'autres façons de communiquer, peut-être en se démarquant précisément des choses qui sont le mainstream de la commercialisation des prestations touristiques. J'ai aucune solution, je ne suis pas du métier en l'occurrence, donc je vois pas du tout de piste concrète à proposer, mais encore une fois, juste une réaction naïve, très simple à ce que j'ai entendu tout à l'heure, et encore une fois en ne connaissant pas bien les débats qui animent la profession. Donc ça, c'est les deux choses principales que j'ai entendues. J'ai entendu beaucoup d'autres choses, mais c'est les deux choses qui me font un petit peu réagir. Et puis voilà, on m'a demandé de faire ça ce soir, donc je le fais volontiers. Et je vous fais part un petit peu de ma réaction. Les deux choses que je n'ai pas entendues, c'est quelque chose qui ressemblerait à du désaccord, des conflits, des points de vue radicalement différents. Je ne doute pas que, comme dans toute bonne communauté qui se respecte, dans tout bon syndicat national qui se respecte, dans toute bonne compagnie des guides qui se respecte, il y a des conflits. Je ne parle pas des conflits de personnes, je ne parle pas des conflits d'ego, ça ne m'intéresse pas ici, mais je pense quand même qu'il y a des visions différentes. Je pense quand même qu'il y a des individus et des groupes qui portent des visions différentes du métier. Alors je sais bien que ce n'est pas le jour, en plus la soirée d'inauguration, et le jour où on inaugure le 70e anniversaire du syndicat qu'on va mettre ça en scène. Donc quelque part, s'il y a des conflits et qu'ils ont été un peu tamisés par le contexte, voilà, l'événement a joué son rôle et c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, pour quelqu'un comme moi qui connaît très très mal le métier de l'intérieur et qui suis peut-être victime, comme beaucoup d'entre vous, enfin pas d'entre vous au contraire, mais comme beaucoup de gens en dehors de vous, d'une image un peu publique du métier de guide, je vois constamment des choses qui ressemblent à des conflits de valeurs, des conflits dans les façons d'exercer le métier. De l'extérieur, encore une fois, je ne suis pas très loin, je suis à Genève, d'accord, mais de l'extérieur quand même, il me semble qu'il y a des enjeux très forts sur la façon de penser l'exercice banal du métier de guide et l'exercice exceptionnel du métier de guide. L'exercice banal, ça va être l'ascension du Mont Blanc, si je peux me permettre. Je pense que c'est un exercice banal pour la plupart d'entre vous qui est sacrifié, et probablement avec une façon d'aller au Mont Blanc qui est peut-être de moins en moins intéressante pour beaucoup de professionnels, alors qu'on sait qu'en même temps, c'est probablement l'ascension au monde qui rapporte le plus d'argent au plus de monde possible. Est-ce que ça ne crée pas une sorte de situation un peu de paranoïa entre une sorte d'amour et de passion pour le métier, une relation au client qu'on cherche à cultiver, et puis avec une demande touristique qui finalement est peut-être un petit peu pauvre? Je vais juste prendre un exemple personnel, je vous ramène un petit peu dans mon milieu d'universitaire. Mes collègues savent que je fais beaucoup de montagne, que j'aime beaucoup la montagne, et depuis quelques années, j'ai des collègues à Genève, à Paris, à Lyon, qui me disent, au détour d'une discussion, qui parle plus ou moins de montagne, et qui me disent « Ah, j'ai jamais fait de montagne, mais j'aimerais vraiment bien aller au Mont Blanc, j'aimerais bien que tu nous emmènes au Mont Blanc. » Alors je leur dis « C'est pas mon métier, il y a des guides pour ça, il y a des professionnels pour ça, le cas échéant, et j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout d'amener en montagne des gens qui par ailleurs sont de très bons amis, mais qui ne s'intéressent pas à la montagne. » Donc il y a, dans la pratique du métier, j'imagine, des situations où on est confronté à des rapports avec le client qui ne sont pas forcément intéressantes. Et qu'il y a des situations où, au contraire, le rapport au client est très intéressant parce qu'il se rapproche quelque part de la passion, il se rapproche justement de cette vocation dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est un point de clivage entre les guides? J'en sais rien. Ces façons d'évaluer de façon un peu différentielle, les façons d'exercer le métier. Je n'ai pas entendu parler non plus ici, ce dont parle la presse régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, de ce qui se passe au camp de base de l'Everest, ou à l'ascension de l'Everest, parce que ça, on en parle partout, évidemment, même si on n'est pas forcément. Donc là aussi, j'imagine que c'est autant de lignes de clivage qui peuvent exister dans les différentes façons de penser le métier. Que faut-il penser des expéditions himalayennes aujourd'hui? Donc, je ne sais pas, j'imagine que c'est sûrement des questions qui sont débattues dans le syndicat et dans l'Union internationale. Je trouvais intéressant que rien de tel ne transparaisse aujourd'hui d'une façon ou d'une autre, sauf peut-être cette tension, encore une fois, entre la vocation et la passion d'un côté et la professionnalisation et le besoin de vivre du métier de l'autre. Et l'autre chose que je n'ai pas tellement entendue, et que j'attendais un peu plus, c'est
un véritable investissement autour de la question de l'identité de guide. Il en était question juste il y a 10 minutes. De l'identité de guide, qu'est-ce que c'est que d'être guide, les valeurs et la culture. J'ai beaucoup entendu parler de profession, de métier, mais assez peu de culture. Alors c'était présent de façon assez significative dans les deux discours introductifs, hein, de Jean-Claude Charlet et de Christian Jacquier. Mais assez peu par la suite. Ou alors comme des références qui renvoient un peu à l'histoire, qui renvoient un peu à quelque chose d'un peu lointain. Ça m'a surpris parce que il me semble que justement l'exceptionnalité du métier de guide, elle réside essentiellement là-dedans. Elle réside dans cette densité de valeurs absolument incroyable, elle réside dans cet attachement collectif et individuel très puissant à ces valeurs, et ces valeurs sont véritablement, je pense, constitutives de cette culture professionnelle, de cette culture de la montagne, qui est portée par tout un chacun, mais qui disparaît assez rapidement quand on parle professionnalisation et quand on parle le métier. Et il me semble, pour boucler la boucle et terminer en revenant un tout petit peu à ce que je disais au départ, il me semble que cette exceptionnalité, encore une fois, du métier de guide, elle doit pouvoir être cultivée en mobilisant les valeurs, en mobilisant l'histoire, en mobilisant cette vision presque, encore une fois, culturelle du métier de guide et de la montagne, non pas comme une référence historique, non pas comme un fond d'image ou un fond d'écran sur l'ordinateur ou une sorte de référence vague, polie, sympathique et consensuelle pour un peu un passé mythique, mais comme étant véritablement ce dont on est porteur dans la pratique elle-même. Moi, il me semble qu'encore une fois, si on devait tirer le fil de la recherche de l'expérience du client et de renouer en permanence le lien entre le guide et le client, c'est essentiellement autour de ça que ça devrait se jouer. Et est-ce que c'est vraiment le cas dans la pratique quotidienne du métier de guide? J'en sais rien. Est-ce que c'est présent ou absent dans le curriculum de l'ENSA? J'en sais rien. J'ai enseigné à l'ENSA de façon tout à fait ponctuelle il y a une trentaine d'années. J'avais l'impression d'être un petit peu une sorte de zombie qui amenait des éléments liés à l'histoire, à la culture, au milieu naturel, dans une formation par ailleurs très utile, hein, sur les aspects techniques et autres. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? J'en sais rien. Moi, il me semble qu'il y a là un noyau, véritablement, de l'identité du métier de guide, et je le dis encore une fois de l'extérieur, vous pouvez très bien voir les choses tout à fait différemment, mais un noyau qui fait le pont entre l'amour et la professionnalisation. Parce que c'est autour de ce premier terme, amour-valeur, que réside à mon avis le cœur, véritablement, je dirais presque spirituel du métier, et que s'il devait y avoir une professionnalisation, il est évident qu'il doit y en avoir une toujours accrue, et on a bien compris quels étaient les défis aujourd'hui, il me semble que ça doit porter d'abord et avant tout sur le cœur, là-dessus, et pas uniquement, peut-être pas principalement, sur les aspects techniques. Voilà, encore une fois, point de vue extérieur, peut-être très très naïf, j'espère qu'il n'est pas dérangeant, et j'espère que ça aide à réfléchir. Bravo.